Rentable, fiable, innovant, 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 innovant. Ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Dans vos poches. Bonjour à tout le monde et bienvenue à cet épisode 1 du balado Dans vos poches. Francis Gosselin ici, qui sera votre hôte pour ce nouveau projet où on va parler d'argent, on va parler de gagner de l'argent, de dépenser de l'argent, d'épargner, d'investir, de s'endetter. On va parler d'immobilier, on va parler de consommation, évidemment, pour que vous compreniez peut-être un peu mieux et que vous nous partagiez vos expériences dans tout ce qui touche là, aux finances personnelles. On va évidemment avoir l'occasion d'accueillir tout plein d'invités. D'ailleurs, il y a P.O. Zappa qui se joint à moi à l'instant. On va parler avec lui dans un instant. Mais avant de parler avec Pierre-Olivier, je voulais évidemment revenir sur une de ces actualités qui ne pardonne pas, hein, comme on le dit. Cette innovation de la Coalition Avenir Québec, les fameux prêts pardonnables hein, qui ont été inventés ou mis sur pied par Pierre Fitzgibbon, il y a quelques années. Il y a un excellent travail de mes deux collègues Martin Jolicoeur et Sylvain Larocque qui ont publié dans le Journal de Montréal il y a quelques jours cet article où ils recensent un peu ce qui est arrivé avec ce 1,4 milliard de dollars en prêts pardonnables qui ont été consentis par la CAQ. C'est pas très compliqué. L'idée d'un prêt pardonnable, c'est que si l'entreprise atteint certains objectifs, elle crée des emplois, elle finit le projet, elle paye tant d'impôts, elle produit tant d'unités, on va pardonner le prêt. C'est-à-dire qu'on estime que le gouvernement se sera refait des gains autrement. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas savoir grand-chose sur ces prêts pardonnables. On ne sait pas quels étaient les critères d'octroi, quels étaient les objectifs qui étaient fixés aux entreprises, dans quelle proportion ils ont été ou non remboursés. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un grand nombre de projets qui ont eu recours à ces prêts pardonnables qui n'ont jamais vu le jour. Puis évidemment, on peut penser vite à Nordvolt, mais à d'autres comme Volta. Il y a évidemment eu des prêts qui ont été consentis à plein d'entreprises étrangères. Hein. 66% de ces prêts n'étaient pas pour des entreprises d'ici. C'est un vecteur d'attractivité, mais il me semble qu'on serait en droit de savoir où est l'argent, où va l'argent et si un jour il va revenir vers nous. Sinon, en quelques mots, vous avez peut-être vu là, dans les nouvelles, le taux de chômage des jeunes a atteint 15% en juillet dernier. C'est très inquiétant. Puis ce qui est encore plus inquiétant, c'est que si on fait la subdivision des 15-24 ans, les jeunes de 15 à 20 ans auraient un taux de chômage de plus de 20%, alors que ceux qui sont entre 20 et 24 ans seraient autour de 11-12%. Et donc 20%, un jeune sur 5 qui, à la fin de l'adolescence, se cherche du travail et n'en trouve pas, c'est inquiétant. C'est inquiétant économiquement, mais c'est même inquiétant socialement. Des jeunes qui ne travaillent pas et qui n'arrivent pas à travailler, c'est souvent le début de manifestations ou d'autres protestations là, qui peuvent mener ailleurs. Sinon, dans le domaine des véhicules électriques, on a évidemment beaucoup jasé de ça, puis je vais peut-être en parler avec PO au long de la saison, évidemment, mais je voulais vous emmener en Chine où le gouvernement chinois commence à craindre, en fait, qu'il y ait non pas trop peu, mais trop de concurrence dans le domaine des véhicules chinois. Il y aurait 50 entreprises qui seraient des manufacturiers dans le domaine et selon le gouvernement chinois, ce serait beaucoup, beaucoup trop. Évidemment, ça met une pression énorme à la baisse sur les prix, sur les marges et ça fait que de nombreuses de ces entreprises, bien évidemment, exploitent à perte. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne payent pas leurs fournisseurs, qu'ils offrent toutes sortes de conditions de travail qui sont un peu problématiques et donc on pourra certainement revenir là-dessus bientôt. Parlant de la Chine, là, on a annoncé du côté de Beijing qu'on se donnait 6 mois pour revenir ou réévaluer la situation autour du canola canadien. Pourquoi je vous en parle? Parce que beaucoup d'agriculteurs, quelques-uns au Québec, en Ontario, mais surtout dans les prairies, sont durement affectés par cet embargo ou en fait ces frais de douane là, de 75% qui ont été imposés par la Chine, ce qui fait qu'essentiellement, on ne peut plus vraiment vendre de canola canadien en destination de la Chine. Et donc, encore une fois, ils se donnent quelques mois, possiblement dans l'espoir de négocier quelque chose avec le Canada avant de réouvrir leur marché. On souhaite évidemment aux agriculteurs qui sont touchés la meilleure des chances. On revient
plus près de chez nous, Mark Carney a annoncé son bureau des grands projets. Il a nommé Madame Dawn Farrell à la tête de ce bureau. Ça nous touche parce qu'évidemment, on va parler prochainement, dans les semaines, les mois, les années qui viennent, de gazoduc, d'oléoduc, mais aussi plus près de chez nous, de l'extension du port à Contrecœur qui pourrait être touché par ce bureau des grands projets. Ça va certainement être assorti là, de budgets qui pourront soutenir certains de ces projets-là et surtout d'une facilité bureaucratique pour accélérer la délivrance des permis, l'acceptabilité sociale et malheureusement peut-être aussi couper un peu court là, sur les évaluations environnementales. Finalement, Jean Charest nous en a sorti une bonne cette semaine et ça m'a un peu fait rigoler. Il nous dit « Dans 20 ans, on va remercier Donald Trump. » Je sais pas, moi je me sens pas trop dans le mood de dire merci à qui que ce soit au sud de la frontière. Et vous, est-ce que c'est quelque chose que vous ferez dans 20 ans, vous pensez, dire merci à Donald Trump? Ce que dit Jean Charest, c'est qu'en fait, ça nous secoue, ça nous force à changer nos habitudes de production, de consommation, ça nous force à innover, à diversifier ce qu'on fait dans nos entreprises, dans nos placements, dans nos habitudes et essentiellement, c'est peut-être, selon Jean Charest, une bonne chose. Ah, l'argent, ça vous angoisse? Affrontez vos peurs avec le balado Dans vos poches. Francis Gosselin brasse les idées et encaisse les faits. Il est chef d'antenne, il est surtout un chroniqueur extraordinaire, un journaliste, un ami aussi et un bon débatteur, on va se le dire. Pierre-Olivier Zappa, merci d'être avec nous pour ce premier épisode. Content d'être à tes côtés, Francis. Merci de l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Tu nous écris un texte qui paraîtra là, « Faire des bébés, c'est payant, mais personne n'en veut ». Oui, cette semaine, dans le Journal de Montréal, je me suis interrogé sur le taux de fécondité des femmes au Québec. Qui est très faible. Qui est en plongeon et ça me préoccupe, ça m'inquiète, Francis, et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. J'ai l'impression peut-être que c'est un tabou dans la société en 2025 d'aborder le fait qu'au Québec, on n'a jamais fait si peu de bébés. Je vais donner un chiffre, 1,33. 1,33, c'est le taux de fécondité, donc c'est le nombre d'enfants par femme en moyenne au Québec. Le taux de remplacement, c'est 2,1. Donc, ça prend en moyenne au Québec 2,1 enfants pour que la population reste stable. Pas qu'elle soit en augmentation à long terme, simplement pour maintenir son nombre. Et donc, face à cette dénatalité, je pense qu'on doit s'interroger collectivement, qu'est-ce qui se passe de croche? Et ça aura des impacts économiques et sociaux majeurs pour les prochaines décennies. On manquait déjà de bras, puis dans certains secteurs, on manque toujours de bras. Qui va peupler le Québec de demain? Et comment envisager le filet social dans un contexte où on aura vraiment de plus en plus de personnes âgées versus des plus jeunes qui font carburer l'économie? Si ce chiffre-là restait constant, puis en fait, comme tu le dis, il est plutôt à la baisse, là, mais éventuellement, s'il demeurait autour de 1,3, ça veut dire que sur une génération, on va perdre pas loin de la moitié de la population. C'est quand même dramatique. Et donc, il y a deux possibilités. Soit le Québec perd une place là, dans la Confédération canadienne, dans le monde, on est moins de gens, ou on remplace cette dénatalité-là par de l'immigration, qui est quand même tout un autre enjeu, là, évidemment, d'accueillir, d'intégrer, de rendre productifs des gens venus d'ailleurs. Hein, donc, ouais. T'exposes très bien les solutions, puis en même temps, je m'interroge, comment se fait-il qu'on fait peu de bébés au Québec? Je sais que tu as fait ta part, toi, Francis. J'ai fait deux. Je suis en deçà du taux de remplacement. Il te manque 0,1. Ouais, c'est ça. On peut s'en partager un à 10. On peut trouver un 10% de bébés à quelque part. Non, mais écoute, je faisais le calcul. Les incitatifs qui ont été déployés au fil des dernières années pour encourager les familles à avoir un enfant, je veux dire, on a au Québec la Cadillac des systèmes pour soutenir les familles. On paye la fécondation in vitro, ou du moins la première tentative, si vous n'arrivez pas à avoir un enfant. On a un congé de paternité, de maternité, un congé parental hyper généreux qu'on a même bonifié ces dernières années. Ensuite, vous avez l'allocation canadienne pour enfants. Je veux dire, deux Québécois qui font le salaire moyen autour de 63 000 là, et ils ont 3 enfants, par exemple, Francis, c'est autour de 12 000 qu'ils vont recevoir par année du gouvernement fédéral en prestations, donc en allocation. Vous ajoutez à ça tous les crédits d'impôt disponibles. Je me questionne, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas juste l'argent, il y a autre chose. Il y a autre chose qui justifie que dans notre société, on fait de moins en moins d'enfants. C'est un problème au Québec
Puis c'est un problème qui touche bien des économies avancées en Occident. Oui, absolument. Tu regardes la France, l'Espagne, l'Italie aussi. Mais de là à dire, comme le titre le laisse entendre, que c'est payant, Pierre-Olivier, je veux dire, on connaît tous les statistiques, là, puis c'est mis à jour là, à chaque année. Je pense que c'est le Conference Board qui fait ça, mais ça coûte quand même cher avoir des enfants. Là, c'est payant. Il y a des avantages, puis je nie pas que le Québec est un très bon endroit sur la planète pour avoir des enfants. Puis tu n'as pas parlé des CPE, puis l'école primaire, secondaire, puis même jusqu'à l'université. Pas gratuite, mais très peu chère. Ça reste qu'on estime, là, aux dernières nouvelles, c'est quelque chose comme 200 000 $ que ça coûte emmener un enfant à l'âge adulte. C'est pas pour toutes les bourses, là, finalement. C'est certain que ça coûte cher avoir un enfant. En même temps, je pense qu'au-delà des coûts puis au-delà des factures, je ne suis pas certain que la société de 2025 valorise le fait d'avoir un enfant. Je sais pas, toi, je sais pas, ils ont quel âge, les tiens? 3 ans et 5 mois. 5 mois, oui, là, tu es dans des gros défis. Je suis là-dedans, là, ouais. Écoute, quand tu vas dans certains endroits, au restaurant, dans certaines cultures, c'est très valorisé d'avoir des enfants qui se mettent à courir, qui chahutent un peu. Parfois, au Québec, on a l'impression de devoir s'excuser d'avoir des enfants. Et je trouve qu'il y a là un trait culturel, peut-être un mauvais pli qu'on a pris en ne valorisant pas suffisamment le rôle de parent au sein de la société, au sein de nos milieux de travail, dans nos villes et nos villages, avec nos infrastructures. Bref, il y a une réflexion collective à avoir parce que nécessairement, ça crée un déséquilibre entre les gens qui reçoivent des services pour les aînés puis ceux qui vont payer pour ces services-là. Je disais à la blague, on n'est plus à l'ère de l'enfant roi, Francis. C'est le papy roi qui règne avec son REER complet, sa maison payée et sa place en maison des aînés réservée. C'est étonnant ce que tu dis parce que on est quand même passé en l'espace de 2 générations. Tu sais, je sais pas tes parents, mais moi, tu sais, une famille de 11 du côté de ma mère, une petite famille de 5 du côté de chez mon père. Tu sais, c'est quand même, je veux dire, des grosses familles. On est passé, je sais pas, il y avait des enfants partout, la marmaille, à comme tu le dis, une espèce de, je sais pas si c'est de la détestation, mais une espèce de cacher cet enfant que je ne saurais voir. Puis ça me fait penser à cette histoire un peu abracadabrante à Québec. Là, je sais pas, tu as vu ça, l'Académie Saint-Louis, là, ils ont tenu un référendum de proximité, puis les voisins veulent pas que les jeunes mettent de la musique quand ils jouent au football parce que ça dérange leur quiétude. Non, mais je pense que le quart arrière à Québec de cette équipe de jeunes doit chuchoter ses instructions pour ne pas déranger le voisinage. Tu vois, là tu marques un excellent point. C'est le symptôme de cette relation peut-être amour-haine qu'on a envers les familles et les enfants du Québec. C'est pas normal qu'on décide d'empêcher des joueurs de football d'avoir du plaisir sur un terrain. Tout comme c'est pas normal qu'on manque de terrain dans certains quartiers à Montréal pour permettre à des jeunes de s'épanouir. Alors, il faudra trouver des solutions et ce que je pense qu'il faut garder en tête, c'est que l'argent, ce n'est pas tout. Je sais que tu as déjà écrit là-dessus. J'avais lu avec intérêt. Ben, j'allais te demander, justement, là, parce que le texte que j'ai fait il y a quelques mois là-dessus, c'était sur les bébés bonus. Hein, tu te rappelles? Puis je suis peut-être un peu trop jeune. Bon, on a à peu près le même âge, mais fin des années 80, là, il y avait eu la mise en place d'une prime, carrément, d'un bonus, un chèque qu'on t'envoyait. Et c'était plus tu faisais d'enfants, plus le chèque était généreux. Hein? Puis ce qu'on a constaté, c'est que ça avait eu une conséquence très positive, mais à court terme. Puis après 5, 6, 7 ans, finalement, ça l'avait plus vrai. Ça a fait comme un bump de natalité, mais à terme, les gens ont fait exactement le même nombre d'enfants qu'ils en faisaient avant. Donc, serais-tu... Moi, un bébé bonus, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, on pourrait retirer certaines allocations puis les redistribuer. Il faut que ça soit cumulatif. Tu coupes un peu l'allocation canadienne pour enfants, tu peux augmenter un peu le prix de la garderie, puis tu dis, bon, on vous envoie un chèque. Tu as des enfants, Pierre-Olivier? J'ai 2 enfants, un peu plus vieux, 10 et 6. Je te pose la question que j'avais posée à l'époque. Combien faudrait-il que je te paye pour en avoir un 3e? Écoute, faudrait me payer cher. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, j'avais posé la question, je pense, sur Facebook ou LinkedIn, puis certains me disaient des chiffres, là, genre, tu sais, 100 000, 200 000. J'étais comme, ben là, honnêtement, soyons réalistes, ça pourrait être peut-être 5 000 ou 10 000, là, mettons qu'on pourrait imaginer. Et encore une fois, avec la prérogative que ça n'a pas vraiment d'incidence à long terme là, sur la population. Exactement. Et tu vois, je disais ça un peu à la blague, il faudrait me payer cher, mais si je suis dans le registre de la confidence, on avait essayé d'avoir un 3e. J'aurais aimé ça avoir 3 enfants. Bon, la vie a fait en sorte que ça n'a malheureusement pas fonctionné, mais de plus en plus autour de moi, lorsque je parle des enfants, ah oui, tu as des enfants, moi, je n'aurais pas d'enfants. Et ça, je l'entends de plus en plus. À contrario, ma conjointe a une amie qui est l'exception des exceptions et j'essaierai de la convaincre de venir sur ton balado un jour. Avec plaisir. Elle a, tiens-toi, attache ta tuque, 15 enfants. Non. Elle est enceinte de son 15e enfant.
Elle a dû acheter 2 maisons pour les joindre une à une. Elle vit de façon très frugale. Un van et un minibus. Tu m'étonnes. Qu'elle conduit en alternance, forcément. Oui, et je serais très curieux de savoir le montant de l'allocation canadienne pour enfants qu'elle reçoit avec 15 enfants. 3 enfants, c'est à peu près 10 000. 15 enfants, ça doit être quelque chose. Mais il y a de ces familles qui relèvent de l'exception, qui sont très nombreuses. Malheureusement, au Québec, on est en moyenne 1,33 par enfant par femme. Tu le dis, puis on va en parler un peu plus tard à l'émission. Ça coûte cher avoir des enfants. On peut évidemment maximiser les prestations puis les avantages qui nous sont consentis, mais ça reste que, puis on va en parler avec Jean-Sébastien Pilote, qui est l'auteur de Prendre sa retraite à 40 ans. C'est faire des enfants. Sur le plan strictement financier, c'est pas tant une bonne idée. Après, il y a plein d'autres raisons très valables et j'en suis là, d'avoir des enfants. Je pense que ça fait partie d'une vie bien réussie. Mais c'est sûr que si votre but, c'est de prendre votre retraite à 40 ans puis d'arrêter de travailler le plus vite possible, je veux pas vous donner de conseils de vie, mais ne faites pas d'enfants. Je vais te donner mon humble opinion et là, c'est vraiment très personnel. Ouais. Prendre ma retraite à 40 ans, je te dirais oui, ça me tente. Prendre ma retraite à 40 ans, pas d'enfants, je trouverais ça plate. Ouais. Et souvent, je regarde ma blonde et je me dis, hey, ça serait plate sans les 2 boys, tu sais. Quand on voyage, quand on fait des activités de famille, il y a une belle richesse à avoir des enfants. Puis je pense que c'est cette image-là qu'on doit projeter, pas seulement pour une question de bonheur, mais pour une question de perpétuer et d'encourager le Québec à avoir un avenir, à avoir une population. La richesse, c'est pas juste dans le compte de banque, finalement. C'est aussi dans tous ces moments qu'on peut vivre avec les enfants, avec nos conjoints et conjointes. Merci. Il n'y a pas de quoi. C'était vraiment le fun. On se retrouve la semaine prochaine. C'était un plaisir. Beau décor en passant. Merci. À bientôt. Dans vos poches. Avec la fameuse loi 16 qui est arrivée dans nos vies. En fait, ça fait 5 ans qu'elle est dans nos vies, mais elle est enfin entrée en vigueur, là, fin juillet, début août. C'est une nouvelle loi qui vient bouleverser pas mal tout ce qui est l'univers de la copropriété. Donc, si vous êtes en appartement, mais surtout vous êtes propriétaire de l'appartement, sachez qu'il y a maintenant plein d'obligations, des registres, des obligations de fournir des documents dans un certain délai, un carnet d'entretien. Bref, il y a beaucoup de paperasse et ça va se professionnaliser au cours des prochaines années. Mais derrière toute cette bureaucratie-là, il y a quand même une vraie question. Est-ce qu'on est prêt collectivement pour tout ça? On commence avec Stéphane Desjardins. Stéphane, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Dans vos poches. Merci. C'est à toi de m'accueillir à Dans vos poches. Hein. J'arrive dans votre univers à tous les 3. Peut-être nous expliquer dans la loi 16 puis dans le règlement qui est entré en vigueur, qu'est-ce qui change concrètement là, pour les copropriétaires et les syndicats? Tu as posé la question d'entrée de jeu, est-ce que nous sommes prêts? Je ne pense pas que collectivement nous sommes prêts. Il y a beaucoup de gens qui sont bien organisés dans les copropriétés. Je dirais que la plupart des grandes copropriétés là, de plusieurs centaines de logements, généralement, ils engagent des gestionnaires, donc c'est assez bien géré. Mais concrètement, une majorité de copropriétés sont de petits ensembles d'appartements, des triplex, des duplex, des quadruplex, des plex, quoi. 8, 10 logements. C'est drôle que tu le mentionnes. J'ai évoqué brièvement l'entrée en vigueur de la loi 16 au Québec Matin avec Véronique Lauzon. Puis il y a une madame de Shawinigan qui m'a écrit, il faudrait que je retrouve son nom. Puis elle me disait, nous, on est dans un 4plex. Puis tout ça m'angoisse énormément. C'est angoissant. Puis pas juste ça. Un carnet d'entretien, je sais pas, les plus gros bâtiments, ça peut coûter des dizaines de milliers de dollars. Mais si tu divises ça par porte, j'ai vu une analyse sur Internet, sur un très gros bâtiment, ça peut être comme une centaine de dollars par porte, mais quand tu as 4 portes, là, ça revient à plusieurs centaines de dollars. Mais attention, là, les gros ensembles ne sont pas à l'abri des problèmes. C'est là où il y a les plus gros chantiers de rénovation après sinistre, des gicleurs qui éclatent au 20e étage, puis ça se transforme en un chantier d'1 million qui sont payés par tous les copropriétaires. Ça peut arriver. Mais les petites copropriétés, par contre, elles ne sont très, très, très mal préparées. Là. On va se dire les vraies affaires, là, sont très mal préparées. Les gens savent même pas, connaissent pas la loi, savent pas c'est quoi les documents qu'ils doivent avoir en leur possession en tout temps. S'ils veulent vendre leur copropriété, là, ils cherchent après les plans, les finis d'origine, les documents, le certificat de localisation, tout ce qu'un propriétaire de maison unifamiliale est habitué de posséder et d'obtenir rapidement, dans la copropriété, it's another ball game, comme disent les Chinois. Mais parce que c'est comme... moi, j'ai une maison, puis je la connais, je sais par où passent les tuyaux, j'ai les plans, mais j'ai l'impression que des fois, dans la copropriété, on s'en remet comme à
à Dieu, là, quasiment, là, à une autorité quelconque. Ouais, dans un 4 ou un 6-plex, il n'y en a pas de c'est toi. Là, mais justement, puis Dieu est souvent pas de notre base. Non, mais concrètement, là, si tu regardes pourquoi Québec est arrivé avec ces règles-là, c'est que, souvenez-vous, il y a quelques années, à Surfside, en Floride, je ne pourrais pas nommer l'année, c'est pas si fréquent, c'est pas si loin dans le temps, mais concrètement, l'immeuble de 15 ou 20 étages s'était effondré. Il y avait eu une centaine de morts, des dizaines de blessés. Pourquoi? Parce qu'il était mal entretenu. Puis là, le Québec a dit, il ne faut pas que ça arrive ici. Il ne faut pas qu'un Surfside arrive ici. Puis c'est vraiment mal entretenu au Québec. Là. Ghislain, mais c'est pas tout le monde qui est capable d'entretenir aussi. Là. On a bien beau dire, entretenir ton condo, entretenir ta maison. Tu te promènes dans les rues, puis tu regardes les maisons, il y en a qui sont super belles, puis il y en a d'autres qui sont moins entretenues. Quand tu as un problème de bain qui coule, quand tu as un problème de robinet, de toilette ou peu importe, ben le défi qu'il y a dans le condo, c'est que c'est tes voisins en dessous qui vont payer pour, là, qui vont être obligés qui vont avoir des dommages chez eux aussi. Là. Fait que c'est pas juste ton logement, c'est tout l'immeuble aussi qui passe. C'est pour ça qu'ils ont créé ces règles-là. C'est pour donner une espèce de norme, de dire, OK, là, à cette heure-là, il faut que tu aies un carnet d'entretien pour ton immeuble. Tu as 2 ou 3 ans. Là, je ne me souviens plus de ce que j'ai écrit dans mon article, mais ça tourne autour de ça. Ouais. Tu as quelques années pour le faire, le fameux carnet. Il faut que tu le fasses faire soit par un architecte, un ingénieur, un technologue ou un comptable. Non seulement le carnet, il faut qu'il soit fait, mais en plus, il faut que tu aies des chiffres. Il faut que tu sois capable de dire, dans 5 ans, je refais ma toiture, puis ça va coûter 25 000 Ça, ça donne un peu moins d'imprévisibilité. Il faut le dire 3 fois sans ça. Ça fait imprévisibilité. Mais en même temps, pour bien du monde... 25 000, là, je ne veux pas faire peur à personne. Moi, j'ai un condo dans un immeuble de 50 unités là, sur le plateau à Montréal. La toiture était finie. L'immeuble a 30 ans. Là, ça t'a coûté combien? 1 million de dollars. 1 million. C'était pas cher. Non, mais tu sais, c'était une grosse bâtisse en briques. Voyons donc. C'était une ancienne manufacture de sac à main. Mais tu sais, c'était ça le coût. Là, puis personne n'était... Là, il y avait un peu de fonds de prévoyance, mais les copropriétaires ont quand même dû mettre quelque chose comme 8-9 000 chacun en cotisation spéciale. Payable là. Ah ben, il y a pas de 3 mois. Non, effectivement. Donc, exact. Voilà. Donc, ce fameux carnet d'entretien-là prévoit qu'il faut qu'il soit capitalisé, il faut qu'il y ait l'argent dans la piscine pour être capable de la dépenser, là, tu sais. Puis, il faut que ça soit là, pour telle date, là. Parce que, en tout cas, je reviens sur mon exemple. Moi, là, la toiture a lâché, mais là, tu sais, la maçonnerie n'est pas en bon état, les fenêtres sont pas en si bon état, puis là, on a pris tout ce qu'il y avait dans le fonds de prévoyance, là, tu sais. Fait que là, il faut recommencer à mettre un petit peu dessus de côté, mais là, si dans 3 ans, les fenêtres sont à refaire, ça va être peut-être pas 1 million, mais genre le même ordre de grandeur. Là, et c'est pour ça que, tu sais, en général, les gens n'aiment pas ça, les règlements, les lois, tout ça, trouvent c'est lourd. Mais celle-là, elle est le fun parce que ça permet de la prévisibilité. Je l'ai dit d'un coup. Ça permet de la prévisibilité. Non, sérieux, tu n'es pas obligé de sortir 9 000 $ à la dernière seconde. Là, on sait que dans 5 ans, on va dépenser tant pour les fenêtres, tant pour l'asphalte, tant pour... Ceci dit, je voulais quand même t'emmener sur... Parce que tu dis c'est le fun. Je comprends que de notre point de vue, là, c'était la chose à faire, mais je connais quand même beaucoup de gens qui ont acheté une copropriété, qui ont eu un peu une free ride. Là, les frais de condo étaient 222 $ par mois. Il y avait pas d'argent vraiment dans le fonds de prévoyance. Puis là, soudainement, c'est comme, faut faire ça. Puis là, soudainement, tes frais de condo, ça va être 400 ou 500 $ par mois. Fini, mais pour beaucoup de gens, ce 300 $-là, ils l'ont, tu sais, des retraités sur des rentes fixes, etc., ils l'ont pas, cet argent-là. Pas pourquoi le marché de la copropriété en Floride est à terre. Parce qu'il y a un paquet de monde qui veulent vendre parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer pour leurs frais de condo. C'est carrément ça. Puis en plus, pensez une minute, là, les assurances explosent en ce moment, là. Fait que là, tu ajoutes ça. Ça fait beaucoup d'argent pour des gens qui ne sont pas habitués. Écoute, on termine rapidement. Stéphane, si tu avais un conseil à donner à des gens là, qui sont actuellement face à cette nouvelle réglementation-là, on fait quoi? Là? On commence refais ton budget. Là. Puis informe-toi à savoir comment ça... puis paye les quelques milliers de dollars pour faire ton carnet d'entretien. Puis Plutôt que tard. Puis tu vas voir comment ça va te coûter. Tes frais de condo, ils vont exploser. Puis fais ton budget. Moi, ça serait le conseil que je donnerais. Stéphane, merci. On te garde avec nous. Je me tourne vers Emmanuel Grill. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, bienvenue dans vos poches. Aujourd'hui, on démystifie une idée simple mais puissante. Vivre plus longtemps, ça veut vouloir dire,
si on prend la retraite toujours au même âge, être à la retraite beaucoup plus longtemps. Tu as écrit un texte où tu dis finalement on pourrait peut-être prendre sa retraite plus tard, surtout si on vit jusqu'à 90, 95 ans. Quelles sont les implications concrètement pour des gens là, qui sont peut-être à l'aube de la retraite? Comment est-ce qu'on doit envisager cet âge vénérable qu'on peut atteindre aujourd'hui? En effet, ben justement, tu parlais d'âge. En fait, le principe de base, c'est vraiment l'espérance de vie. Ça a tellement augmenté au cours des dernières années. Par exemple, dans les années 80, on partait du principe que les gens qui prenaient leur retraite à 60, 65 ans allaient rester à la retraite pendant 15 ans en moyenne. Et mourir à 80. Exactement. Aujourd'hui, l'espérance de vie à la naissance a beaucoup augmenté. Je pense que c'est de quasiment 83 ans là, en moyenne. Ouais. Mais ça, c'est l'espérance de vie à la naissance. Si on se reporte à l'espérance de vie à 60 ans, c'est beaucoup plus élevé. Par exemple, une femme qui a déjà 60 ans aujourd'hui, elle serait susceptible de vivre jusqu'à 87 ans. Ou 86, et puis un homme jusqu'à pas loin de 85. Alors, ça fait vraiment... c'est des choses auxquelles il faut penser. Puis, plus on va avancer dans la société, enfin, dans l'histoire, en fait, plus on va évoluer, plus la médecine va s'améliorer. On l'espère, oui. Il y a des statistiques qui démontrent d'ores et déjà aujourd'hui qu'une personne qui a 40 ans aujourd'hui pourrait vivre facilement, a une chance sur deux de vivre jusqu'à plus de 95 ans. Donc, ça me rassure. Oui. Je me suis rendu jusqu'à 40. Mais vivre vieux, mais dans quel état aussi, c'est ça le problème. Donc, on vit plus longtemps. Alors, un des enjeux principaux dans la question de la planification de retraite, c'est le défi, c'est de ne pas survivre à son épargne. Donc, ça veut dire qu'idéalement, il faut mourir... Ne survivez pas à votre épargne, mesdames et messieurs. Donc, idéalement, mourrez avant. Oui, mourir. Idéalement, il faut mourir avant, ou alors il t'en reste un petit peu et tu le laisses à tes héritiers. Mais, donc, alors, comment on fait? Évidemment, tout le monde n'a pas des fonds de pension à prestations déterminées. Il y en a presque plus. Il y en a de moins en moins. Exactement. Hein, tout le monde n'a pas de fonds d'employeur. Tout le monde n'est pas fonctionnaire. Donc, il y a vraiment des enjeux pour les gens ordinaires, entre guillemets, qui fonctionnent uniquement sur les fonds de pension du gouvernement et sur les REER et RRQ. Donc, il y a plusieurs stratégies pour pas manquer d'argent. Mais on essaie de travailler plus longtemps. Oui, ben c'est ça. Possible. Tu en nommes plusieurs dans l'article. Exactement. Des stratégies, Oui. On peut aussi prendre sa retraite, mais décider de travailler à temps partiel ou d'être consultant. Il y a beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui. L'autre bonne chose qu'on peut faire aussi, si c'est possible, si on peut vivre sur son épargne, par exemple sur ses REER, sur ses CELI, on peut essayer de reporter ses rentes gouvernementales, donc le RRQ et la pension de la sécurité de vieillesse, parce que chaque année de report à partir de 65 ans, ça permet de la bonifier de beaucoup. Donc, le RRQ, on peut le reporter jusqu'au maximum à 72 ans. La pension de la sécurité de la vieillesse au maximum jusqu'à 70 ans, mais tu gagnes vraiment beaucoup d'argent. Beaucoup plus d'argent. Puis évidemment, si tu te rends plus tard, là, 95, tu nous disais, mon Dieu. non, mais je crois que les courbes se croisent. Je ne sais plus à quel âge, mais à un moment donné, c'est comme le double d'argent que tu vas recevoir. Voilà, c'est ça. Non, ça vaut vraiment la peine. Et puis, donc, si on peut tenir le coup sur son épargne, ça vaut la peine. Si on peut le faire, évidemment. Stéphane? Tu parles de milliers de dollars là, de plus par mois. Là. Oui. Hein? Les deux ensemble. Milliers de dollars de plus par mois. Et en plus, à la fin, là, tu fais la somme de cette différence-là. Je ne me rappelle plus les chiffres, là, mais c'est comme des dizaines et des dizaines de milliers de dollars de plus. Par exemple, ton RRQ, tu vois, si chaque année retardée, là, ça te donne 8,4% de plus par année. Pour un maximum de 58,8% si tu la repousses entre 65 et 72 ans. C'est presque 60% de plus d'argent, c'est énorme. My un God. peu moins pour la PSV, parce que tu ne peux pas dépasser 70 ans. Puis, je pense que c'est juste 7% par année de report. Mais ça fait quand même une grosse galette à la fin. Et puis ça, il ne faut pas oublier que c'est indexé. Et c'est une rente qui est viagère, entre guillemets, dans la mesure où elle va nous être versée jusqu'à la fin de nos jours. Donc, moi, c'est mon objectif dans la vie. C'est essayer de la reporter le plus longtemps possible. Donc, entre-temps, évidemment, il faut vivre sur son épargne. C'est CELI, idéalement, parce qu'il n'y a pas d'impact fiscal. Et puis, c'est REER, si on n'a pas le choix. Mais ça coûte plus cher être à la retraite? C'est juste une question que je pose là, comme question. Là. Tu sais, je sais pas. Non, mais il nous faudrait un retraité. On n'a pas de retraité. Non, il est le doyen de ce panel, mais il n'est pas rendu Tu vas recevoir un jeune retraité tout à l'heure, donc il va je ne sais pas s'il se qualifie vraiment pas un bon exemple, au sens de la loi. Ça dépend, en fait, dans quel état tu es. Si tu es encore en bonne santé, ça va. Et puis, mais encore, au début de la retraite, on veut voyager. Tu sais, tous les planificateurs financiers le disent. Donc, ça coûte de l'argent. Exact. Et après ça, tu penses que quand tu auras 75 ans, tout ça, tu auras moins envie, tu auras moins de dépenses parce que tu vas moins sortir, moins voyager, mais c'est pas vrai. C'est faux. Parce que c'est là qu'on commence à s'effondrer physiquement. Puis on a besoin de soins, des fois des soins au domicile. Alors ça aussi, ça coûte cher. Et puis si tu te retrouves dans une résidence,
c'est minimum 2 000, 3 000, ça peut monter jusqu'à 5 000 par mois si tu as besoin de soins médicaux, qu'on fasse ton ménage, si tu prends les repas sur place. Donc, c'est cher. C'est cher d'être vieux. Quelqu'un m'avait dit, moi, je suis très loin de tout ça, là, puis je suis pas pour me péter les bretelles, mais juste l'horizon de la retraite est quand même lointain. Puis bon, contrairement à Jean-Sébastien, moi, c'est pas une aspiration que j'ai du tout à court terme, mais quelqu'un m'avait dit, quand tu prends ta retraite, quel que soit l'âge, 65 ans, là, qui est pas mal l'âge le plus fréquent, tu dois, je réponds à ta question, tu dois t'habituer à un style et un rythme de vie maintenant. Parce que c'est sûr que si tu pars et que tu fais 14 voyages dans la première année, après ça, la deuxième, tu vas trouver ça comme plate d'en faire juste 8. Oui. Et donc, peut-être d'étirer un peu mieux la sauce, faire juste 6 voyages la première année, de sorte que tu peux en faire 6 la deuxième puis 6 la troisième, que de partir en trombe, de claquer je sais plus combien d'argent dans la première année, puis de le regretter là, souvent après. Puis les planificateurs disent qu'idéalement, il ne faut pas toucher à son capital avant l'âge de 72-75 ans. Donc, si tu peux vivre sur tes rendements, jusque-là, c'est une bonne chose. À partir de 72-75 ans, tu peux commencer à piocher dans ton capital. Ce que tu peux faire aussi, si tu es propriétaire, bien évidemment, tu vas te servir. On a beaucoup de liquidités qui est immobilisée dans notre propriété. Les gens, la plupart du temps, veulent vivre le plus longtemps possible dans leur maison. Mais rendu à un certain âge, on a envie d'avoir un petit peu de quiétude aussi. On n'a plus envie de tourner le gazon ou de pelleter la neige. L'autre façon tout simple, c'est d'avoir de l'immobilier locatif. Tu es locataire, les revenus rentrent pendant que tu es à retraite. Fait que là, tu n'arrêtes pas de travailler. Tu n'arrêtes pas de... On va dire j'ai l'impression qu'il prêche pour une certaine paroisse. Oui, presque pour la sienne. On y arrive juste là dans un petit instant, mais je voulais revenir, Emmanuel, sur justement la résidence. Là. Beaucoup de gens, 62 de mémoire % des gens là, au Québec possèdent une propriété, habitent là où ils sont propriétaires. C'est quoi? Il y a des stratégies spécifiques à ça. Certains vont réhypothéquer, par exemple, la propriété. Il y a l'hypothèque inversée aussi. L'hypothèque inversée. Est-ce qu'il y a comme une unanimité sur les meilleure façon de procéder par rapport à la résidence, je pense, sans déménager. Là, oui, sans déménager. Quand tu n'as pas beaucoup de moyens, effectivement, l'hypothèque inversée, je pense que ça peut être une solution, mais c'est sûr que après ça, il va falloir rembourser finalement l'argent que tu as reçu en échange au moment de la vente de l'immeuble. Alors, ça implique que quand tu vas la vendre, il faut pas que tu penses que tu vas pouvoir vivre sur l'argent que tu as procuré ta maison parce que tu n'en auras plus. Et puis, ça implique aussi que tu laisseras rien à tes héritiers non plus si tu pensais leur laisser de l'argent ou la maison. Donc, l'hypothèque inversée, je pense que c'est vraiment, peut-être que Ghislain, on pourrait en parler davantage là, mais c'est vraiment le truc de dernière extrémité. Sinon, ce que font la plupart des gens, c'est ils vivent le plus longtemps possible dans leur maison qui idéalement est payée. Et puis après ça, tu la vends et tu te sers de cette somme d'argent-là. Ça sert aussi à éponger un petit peu quand tu as déjà commencé à gruger dans ton capital avant l'âge de 72 ou 75 ans. Puis donc, tu peux financer ta retraite, une retraite confortable quand même pendant plusieurs années. Ouais, puis je vais quand même faire du millage sur ce que tu... Ouais, Stéphane? Moi, ce que je remarque, j'ai interviewé beaucoup de gens dans les ACEF, puis ils voient qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ont une marge de crédit c'est une bonne idée, ça aussi. Puis arrivent à la retraite avec une dette, là, une grosse dette, pas une petite. Et ils vivent sa marge de crédit. Pour eux autres, la maison, c'est un guichet automatique. C'est un guichet automatique, comme tu le dis, Emmanuel. Puis, sauf que la marge de crédit hypothécaire, en tout cas le peu que j'en sache, là, c'est pas toujours le meilleur taux. C'est un taux qui est un petit peu plus avantageux qu'une hypothèque pure et dure. Ah oui, OK. Oui, parce que c'est adossé à la maison, justement. Donc actuellement, c'est quoi? C'est du 6% à peu près? Dans ces eaux-là, mais ça dépend. Évidemment, tu as une partie fixe, une partie variable là, aussi dans la marge de crédit. C'est juste qu'avant, on disait... t'as une dette à la retraite, c'est pas bon, c'est pas une bonne idée. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de conseillers qui disent, cet argent-là est immobilisé dans ta maison, ça sert à quoi? C'est bien s'en servir. Puis quand tu revends, quand tu as 98 ans, là, tu rembourses ta marge. Effectivement. Il y a beaucoup de planificateurs qui parce que j'écris souvent des articles sur la planification de retraite, qui me disent, les gens qui ont des moyens plus limités, qui n'ont pas réussi à épargner autant d'argent qu'ils voulaient ou qu'ils pouvaient, à ce moment-là, s'il te manque un petit 10 000, tu sais, ou 20 000 par année, tu le mets sur ta marge hypothécaire et puis ça te permet, tu sais, de te financer une retraite relativement confortable au lieu d'être à la limite de la pauvreté. Mais effectivement, ta marge hypothécaire... Sauf qu'il ne faut pas vivre 35 ans comme ça. Là, 10 000 par an, ça fait... après ça dépend va... de la valeur de la maison. Puis il y a la question aussi des intérêts parce que une marge hypothécaire, le seul paiement qui est obligatoire que tu dois faire tous les mois, c'est que tu dois absolument rembourser tes intérêts. Donc, il y a quand même des intérêts à payer. Puis, alors, c'est sûr, tu rembourses pas
intérêts. Oui, tu n'es pas obligé de rembourser le capital sur le champ, mais après ça, avec les intérêts qui... Donc, c'est ça, c'est une arme à double tranchant aussi, mais ça peut être une option pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Emmanuel Grill, merci. Je vais vous garder tous les trois. En fait, on va inviter notre invité à se joindre à nous. Parfait. Puis on va terminer l'émission avec Ghislain Larochelle. On va parler encore une fois un peu d'immobilier, mais sous un autre angle entre locataires et propriétaires. Jean-Sébastien Pilote se joint à nous. Dans vos poches. On le connaît sous son nom de scène, j'aurais envie de dire, le jeune retraité. Du moins, c'est comme ça qu'il se présente. Notre prochain invité publie ces jours-ci une nouvelle version, revue et augmentée. C'est écrit sur la page couverture du livre La retraite à 40 ans. Le livre débute avec une phrase choc. Nous vivons à une époque où, passé le cap de la quarantaine, travailler devient optionnel. Et donc, ça, évidemment, m'a interpellé. J'ai 43 ans. À la limite, j'ai peut-être l'option de ne pas travailler. Je choisis un peu de le faire. Et puis là, on enchaîne tout de suite avec une description du travail, la course effrénée du métro boulot dodo. On est des rats de laboratoire. Il faut se saigner pour acheter une maison. Bref, Jean-Sébastien, on a déjà eu l'occasion d'échanger, toi et moi. Puis j'ai l'impression qu'on croise le fer parce que je sens qu'on est comme aux extrémités de la relation au travail, toi et moi. C'est donc un plaisir de t'accueillir à nouveau au balado. Merci d'être avec nous. Tu racontes dans le livre le processus par lequel ta conjointe et toi, vous êtes arrivés à cette décision-là, justement, d'épargner énormément puis de prendre votre retraite, le plus tôt possible. Est-ce que, avant d'arriver à cette décision-là, avez-vous comme débattu d'autres alternatives? T'sais, est-ce que vous avez comme brainstormé sur des chemins de vie possibles puis c'est comme celui-là que vous avez choisi de retenir? Ben, quand j'avais 25 ans, je pensais même pas que c'était possible de prendre la retraite avant 65 ans. Alors, c'est même pas une option qu'on a considérée en début de parcours. Nous, essentiellement, on a commencé à épargner intensivement dans le but d'acheter une maison. Alors, c'était pas nécessairement la liberté financière, c'était vraiment pour acheter la plus grosse maison possible. Moi, je rêvais d'avoir une Porsche aussi. Alors, c'était vraiment des ambitions matérielles. Puis, avec le temps, il y a différents événements qui se sont produits, dont mon beau-père qui a été très malade, aux soins intensifs pendant 1 an. Lui qui avait travaillé pendant toute sa vie comme un fou. Dans la culture vietnamienne, on sait que le travail, c'est central. Ça, ta conjointe est vietnamienne. Hein? Vietnamienne. Tu la nommes Anh Tran, c'est ça? Van Ang. Van Ang. Ouais. Alias ma fourmi. On va comprendre pourquoi. Mais donc, mon beau-père est tombé très malade comme ça, puis ça a été comme un déclic pour nous. On s'est dit, est-ce qu'on veut vraiment suivre le même chemin, travailler comme des fous pour acheter cette maison-là, ou peut-être voir s'il n'y a pas d'autres options possibles? Puis au départ, c'était la première option qu'on a envisagée, c'est d'aller vivre au Vietnam. On s'est dit, on va vivre 6 mois à Montréal, 6 mois au Vietnam. Avec l'argent qu'on a accumulé, peut-être qu'on pourra s'en tirer. Puis, finalement, j'ai découvert le mouvement FIRE aux États-Unis. Ça a été une révélation dans ma vie. J'ai compris qu'on n'avait pas besoin de tant d'argent que ça pour vivre de ces rendements en bourse. Puis, j'ai réalisé que j'étais à quelques mois, quelques années d'atteindre l'objectif. Mouvement FIRE, peut-être pour ceux qui connaissent moins, c'est un acronyme. Qui veut dire Financially Independent Retire Early. Alors, c'est un mouvement qui vient des États-Unis, qui est axé sur l'épargne intensive. Alors, les gens épargnent 30, 40, jusqu'à 60% de leur revenu net dans le but d'accumuler un coussin, un fonds de liberté, puis d'arrêter de travailler le plus tôt possible, dans le fond. Dans plusieurs... Je veux juste revenir sur ton histoire personnelle qui t'emmène à ce que tu te décris, le jeune retraité, puis à écrire des livres. Bon, t'es dans une relation, puis bon, je suis moi aussi avec une jeune femme, puis certains d'entre vous aussi peut-être, mais dans n'importe quel couple, tu sais, il faut que ça se travaille à deux, ces affaires-là, acheter une maison ou pas, acheter une Porsche ou pas. Puis souvent, même si les deux, on est bien FIRE ou bien peu importe notre relation à l'argent, il y en a toujours un qui est plus ou moins que l'autre. Tu sais, je voulais un peu t'entendre. Je sais que les deux, vous êtes très focus, mais y en a-tu un de vous deux qui est plus dépensier que l'autre? C'est ça, c'est pour ça que j'appelle ma blonde ma fourmi. Parce que c'est vraiment elle qui m'a inculqué les notions d'épargne. Ça fait 28 ans qu'on est ensemble aussi, alors ça a été tôt dans notre vie. C'est toi le dépensier là, des Moi, deux, j'étais la cigale, elle était la fourmi. Puis maintenant, je dirais que je suis 100% fourmi. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que mon avoir net a continué d'augmenter plus que j'avais envisagé, parce que les rendements boursiers sont excellents depuis une dizaine d'années. Donc, j'aurais les moyens de dépenser plus, mais c'est encore difficile pour moi de le faire parce que je suis tellement ancré dans la philosophie de fourmi, d'épargner, puis détaché aussi des ambitions matérielles, ce qui fait en sorte que c'est difficile pour moi pratiquement de dépenser maintenant mon argent que j'ai accumulé.
Tu as quel âge aujourd'hui, Jean-Sébastien? J'ai 47 ans. 47 ans. Bon, maintenant, j'ai des questions un petit peu plus crunchy, là, parce que j'ai parcouru le livre, j'avais lu la version antérieure il y a longtemps, 2020, je pense, la première édition. Puis quelque chose qui m'a frappé la première fois, puis que j'ai retrouvé à plusieurs reprises dans le livre, c'est que je comprends qu'on veut prendre sa retraite, puis épargner, puis accumuler beaucoup de sous pour être indépendant. Puis à la limite, je vise le même objectif. Mais c'est plus comme, beaucoup de fois dans le livre, ça passe un peu par la détestation du travail. Tu sais, c'est comme ce que je citais là, le début, tu sais, c'est métro, boulot, dodo, se saigner. Puis moi, je suis propriétaire d'une maison, tu sais, j'ai une belle voiture, puis j'adore ce que je fais. Tu sais, je veux dire, arrêter de travailler, ça serait quasiment, tu me dirais, faut que tu arrêtes de travailler, je verrais ça comme une punition. Tu sais, fait que je voulais un peu t'entendre, tu sais, c'est-tu toi le problème? Tu sais, ou, peut-être, c'est une bonne hypothèse. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui aiment ce qu'ils font. Tu sais, sont médecins, ingénieurs, artistes peintres, là, tu comprends? Pourquoi est-ce que tu associes nécessairement, mettons, l'indépendance financière à la détestation du travail? T'sais? Mais premièrement, c'est pas un thème central de mon livre. C'est peut-être une page sur les 200 mais ça revient pages. Souvent, là, comme je dis, que c'est l'aliénation par le travail. Okay. Tu parles de ton beau-père, c'est comme, il s'est tué à l'ouvrage. Puis je veux pas, je te fais pas ton procès. Là, je juste de comprendre d'où ça vient que le travail, c'est nécessairement négatif. Puis c'est pas le message que je voulais passer à travers ce livre-là non plus. Moi, je veux dire, les gens sont libres de travailler s'ils veulent, puis tant mieux s'ils le font, parce qu'on a besoin de gens qui travaillent dans la société. Puis si en plus c'est leur passion, ben tant mieux. Mais moi, dans mon cas, mon travail a été ma passion en début de carrière. C'était pas rare que j'étais au bureau à 10h, 11h le soir. Pas parce que j'avais l'obligation, parce que j'étais tellement passionné par ce que je faisais. Par contre, le monde corporatif n'est plus ce qu'il était il y a 20 ans non plus. Je veux dire, les entreprises sont toujours en bouleversement. Il y a une fusion, acquisition, restructuration. Alors, on est toujours à quelques mois d'avoir un environnement de travail de rêve, un environnement toxique. Alors, moi, le message que je veux passer dans mon livre, c'est accumuler un fonds de liberté, pas nécessairement pour arrêter de travailler, mais pour avoir la liberté de faire ce que vous aimez dans la vie, de changer d'emploi, de prendre une année sabbatique quand vous êtes fatigué. Alors, c'est juste d'avoir la liberté de choisir au lieu de subir sa vie, puis d'être à la merci d'un employeur, puis d'une banque, puis d'une hypothèque, etc. Alors, c'est vraiment ça le thème central de mon livre, plus que de détester le travail. Pour moi, le travail, c'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi. Puis, je veux dire, je pourrais retourner travailler si je voulais, mais une fois que j'ai goûté à la liberté, alors c'est difficile pour moi de revenir dans un cubicule. Mais peut-être que je vais retourner travailler un jour comme jardinier, comme paysagiste, comme faire quelque chose que j'aime. Pas pour l'argent, juste par intérêt personnel. Ghislain, on s'en parlait un petit peu, puis tu me disais, un peu comme moi, je pense que tu es un passionné du travail. Là, puis je voulais un peu peut-être t'entendre justement en réaction à ce que nous dit Jean-Sébastien. Est-ce que je sais que tu es aussi quelqu'un qui est un peu fourmi à certains égards. Comment tu te situes, toi, dans ces histoires-là? Ben moi, j'ai atteint la liberté financière un peu différemment de Jean-Sébastien. Au lieu d'aller couper beaucoup ses dépenses, j'ai augmenté mes revenus. Fait que c'est comme ça que je l'ai travaillé. Fait que j'ai acheté plusieurs immeubles à revenus qui me rapportent un revenu passif que j'ai pas besoin de travailler pour, parce que j'ai des gestionnaires à travers ça. Mais je continue à travailler pareil, là. Ça fait déjà plusieurs années que je suis libre financièrement, puis j'aime qu'est-ce que je fais. C'est un peu comme toi, tu es passionné dans qu'est-ce que tu fais. Moi, je me lève le matin, puis je suis content d'aller travailler, là. Est-ce que je fais des 70, 80, 90 heures par semaine? Non. Mais je suis content de faire ce que je fais. Moi, oui, je fais beaucoup d'heures comme ça, mais j'adore ça. Tu sais, ma blonde, des fois, elle doit me dire, mais arrêtez. Stéphane, toi, moi, j'écris des livres sur les finances personnelles. Ce que je constate par rapport à ce que tu écris dans ton livre, c'est une combinaison des deux. C'est-à-dire, OK, on va essayer d'obtenir beaucoup de rendement basé sur une épargne intensive, mais je remarque aussi qu'il y a une critique très puissante de la société de consommation dans ton affaire. Là. Mongeau, là, qui a écrit un livre sur le Vive modestement, la simplicité volontaire. Là, merci Emmanuel. Il serait fier de toi, là, parce que concrètement, concrètement, tu te fais une gloire de ne pas dépenser un paquet de fric. Là, je veux dire, on vit dans une société de consommation.
Puis consommer, c'est la chose la plus facile à faire au monde. Ouais. C'est qu'on ait de l'argent ou non, on est les poches pleines de cartes de crédit. Mais tu trouves-tu qu'on est brainwashé? Absolument. On est exposé à 4000 à 5000 messages publicitaires par jour. Mais avant qu'on accuse cette émission d'être pro-marxiste, là, je vais quand même faire un petit point d'ordre parce que je t'ai posé la question. On a fait une entrevue là, sur ces thèmes-là il y a quelques mois, Jean-Sébastien et moi, mais parce que je vous entends. Par contre, ce qui est un peu paradoxal, c'est que la prémisse du mouvement FIRE ou de l'épargne intensive, puis évidemment des rendements composés, là, c'est pas juste de mettre de l'argent comme Picsou puis de se noyer dedans, là, il faut que ça capitalise. C'est quand même de faire des placements boursiers. Puis je lisais dans le livre, là, à un moment donné, tu classes certains FNB, puis bon, puis je suis allé en creuser quelques-uns, mais tu sais, mettons VGRO chez Vanguard, c'est Nvidia, Apple, Amazon, Shopify, ce qui veut dire que tu mets de l'argent de côté qui capitalise avec des rendements boursiers extraordinaires qui sont basés sur quoi? Sur la surconsommation. Là. Je veux dire, tous ces rendements-là chez Amazon et Shopify, c'est pas avec des Jean-Sébastien qu'on les fait. Là. Tu sais, je t'enlève rien, mais ça passe par des gars et des filles qui commandent à tous les jours sur Amazon puis qui changent pour le iPhone 17 cette semaine. Puis, vous comprenez ce que je veux dire? Fait qu'il y a comme un paradoxe, j'ai l'impression, entre moi, je dois être frugal puis épargner beaucoup, mais les autres, il faut qu'ils continuent à consommer comme des malades, sans quoi tout le système s'effondre. Comment tu te positionnes dans ce paradoxe-là? Je me suis jamais caché de ce paradoxe-là. Okay. J'en suis 100% conscient. Puis c'est pas quelque chose qui me dérange au niveau de mes valeurs, de ma morale, etc. Je me dis, on vit dans un jeu de Monopoly. La vie financière, c'est comme un jeu de Monopoly. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Il y a des gens qui choisissent de ne pas payer avec leur carte de crédit parce qu'ils veulent payer cash. Donc, ils ne bénéficient pas des points des programmes de loyauté. Puis, la même chose en bourse. Il y a des gens qui choisissent de ne pas investir en bourse, mais qui ont la dernière version du iPhone. Alors, moi, je dis qu'on est la somme de nos choix. Puis, moi, j'ai fait les choix qui m'ont mené au bonheur. Puis, je veux dire, si ma retraite est financée par ceux qui achètent les iPhones puis qui surconsomment, ben, je veux dire, tant mieux pour moi, tant pis pour eux. On est libre de choisir de consommer chacun comme on veut. Puis ils font le choix de consommer, alors c'est leur choix. Ben, alors Marc, tu sais, il faut faire les deux en réalité. Là. Je réponds un peu à ta question. Ben ouais. C'est, tu utilises les services d'une banque. Ben, aussi bien d'avoir les actions de la banque. Tu as les deux. Donc, tu fais de l'argent d'un bord, même si tu en payes de l'autre. Il faut que ça soit un petit peu plus égalitaire. Normalement, qu'une banque, la banque, elle fait pas mal plus d'argent que toi, t'en fais avec elle. On s'entend-tu, là? Mais il y a moyen dans la société de faire ça. C'est un peu ce que tu essaies de démontrer. Moi, je gère ma vie financière comme une entreprise, dans le fond. Alors, c'est ça. Mes relations avec une banque, avec un employeur sont transactionnelles. Alors, mon but, c'est d'en tirer mon profit. Son but à elle, c'est d'en tirer son profit. Puis, je veux dire, on s'entend, il y a une entente qui se fait à un certain point, mais je veux dire, moi, j'ai pas l'impression que d'investir en bourse, c'est immoral. J'investis dans des entreprises dans lesquelles il y a des équipes de gestion, des actifs, etc. Puis, si j'achète pas les produits qu'ils vendent, Mais qu'est-ce que tu fais pour protéger ton argent? Parce que tu le mets en bourse, mais est-ce que il y a des risques avec la bourse? Ou tu es assez sécuritaire? Il y a des gros risques avec la bourse, c'est sûr. Mais moi, j'ai quand même un coussin financier qui me permettrait de passer à travers une crise financière de 2-3 ans. Okay. Donc, je garde une portion de liquidité pour me prévenir de ça. Mais il y a des risques en bourse, c'est évident. Il y a des années qui sont négatives, il y a des années positives. Mais à long terme, je fais le rendement dont j'ai besoin pour financer ma retraite. Mais Ghislain, toi qui es un spécialiste d'immobilier, je vais poser une question que tu brûles de poser. As-tu une maison? J'ai un condo qui est payé. OK. Qu'on a acheté une dizaine d'années, pas cher, qu'on a rénové. Puis pour nous, la prochaine étape, ça va être de redevenir locataire. Alors, quand on va avoir les moyens, des bons moyens financiers pour redevenir locataire, pour se payer un loyer quand même de luxe, on va le faire. Donc, c'est possible de devenir indépendant financièrement tout en étant propriétaire. Ben, c'est même avantageux de l'être parce que avec le prix des loyers actuellement, le fait qu'on a un condo qui est payé, qui a peu de frais récurrents, c'est sûr que ça nous aide à... Du calcul, s'ils ont acheté il y a 10 ans puis qu'ils revendaient demain matin, je pense que ça va être un vecteur aussi de très bon avantage du patrimoine. Oui. Mais je sais pas si je me trompe. J'ai fait le calcul puis le rendement est pratiquement 0%. Ah ouais? Parce que si on prend en considération les frais de condo, les cotisations spéciales, les taxes...
Donc, si j'avais investi le même montant en bourse, je serais beaucoup plus riche aujourd'hui. Écoute, j'ai Intéressant. écrit un livre complet là-dessus. Puis effectivement, l'immobilier à comparer au rendement boursier, là, ça ne tient pas la route. Là. Je veux dire, le loyer, c'est ce que tu vas payer de moins cher pour vivre. L'hypothèque. On va donner un droit de réplique à Ghislain dans un instant là-dessus. Jean-Sébastien, veux-tu rester avec nous? On jase justement d'immobilier pour le dernier segment de l'émission. Ghislain Larochelle, merci d'être avec nous. Bonjour. On parlait justement d'être locataire, d'être propriétaire dans ton dernier article. Puis apparemment, certains locataires pourraient devenir propriétaires de la résidence où ils habitent déjà. Il y a des saisies qui montent en flèche, il y a toutes sortes de paramètres. Je voulais un peu t'entendre justement pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de locataires qui cherchent à trouver des opportunités pour racheter le domicile où ils habitent actuellement? Bien, là, principalement à cause de l'augmentation des loyers, de beaucoup d'augmentation de loyers. Et quand un propriétaire, mettons, tu demeures dans une maison, tu es locataire depuis X années dans la maison, pour X raisons, ton propriétaire, tu reçois à un moment donné une lettre par un huissier de justice, puis ça dit, à partir de maintenant, vous ne payez plus votre loyer au propriétaire, vous le payez à la banque ou au huissier. Fait que là, c'est une belle occasion d'être capable d'aller à racheter ce qu'on appelle une reprise bancaire. Parce que souvent, puis là, si je dis souvent, parce que c'est pas tout le temps le cas, il y a un rabais, je dirais, de 5 à 8 quand tu achètes une reprise bancaire. Par rapport à la valeur du marché. Par rapport à la valeur du marché, exactement. Et parce que tu vends, c'est une vente sans garantie légale. Fait que tu te croises les deux doigts, tu fais une inspection, puis tu espères qu'il n'y ait pas de problème. Mais si tu habites là, mais c'est ça. En principe, tu sais déjà. C'est ça la beauté là-dedans, c'est que ça fait 20 ans que tu es dans la maison, que tu la connais. Et si tu as une préapprobation hypothécaire, ben, tu vas être capable de racheter la maison et d'être plus avantageux et de demeurer dans la maison aussi. Et ça te coûte-tu plus cher qu'avant? Souvent, ça va coûter 500 $, tout dépendant de la valeur de la maison. Là. C'est sûr que quand tu as l'hypothèque, l'assurance, la peinture, tu as tout à payer, ça va coûter plus cher. Mais la différence, Stéphane, c'est que tu bâtis de l'équité. Tu as une équité, tu as de l'épargne forcée et on le voit, on a parlé tantôt, les locataires ont de la misère à aller s'accumuler de l'argent parce qu'il y a dépenses. Ils font pas comme Jean-Sébastien qui va aller l'économiser puis être capable de la faire grandir. Même si c'est à rendement nul, j'entends souvent dire, parce que c'est effectivement un calcul qu'on peut faire, mais j'entends souvent dire que la propriété, c'est de se forcer à faire de l'épargne. En fait, c'est pour les gens dont l'argent leur brûle les doigts, là, qui sont comme, encore une fois, aux antipodes de l'épargne radicale. Là, c'est une manière d'être, t'es comme obligé de constituer un patrimoine. Fait que tu bâtis de l'épargne, mais qu'est-ce qu'il faut pas que tu fasses? Il faut pas t'aller te chercher une marge de crédit. C'est parce sûr que les gens vont chercher une marge de crédit. Ouais. Ah, c'est le fun, j'ai de la belle équité, je suis capable d'acheter. Juste à la retraite, peut-être. Oui, c'est ça. Pas avant, là. Non, parce que sinon, on arrive à la retraite justement extrêmement endetté, et puis là, on s'en sort plus du tout. Puis aucun patrimoine. Je suis intrigué parce que j'ai peu entendu parler d'affaires comme ça. Surtout, je sais qu'on peut acheter des propriétés suite à des faillites ou quoi que ce soit, mais là, que ça arrive dans une propriété où tu habites, il faut quand même être un peu chanceux. Faut être chanceux. Je vais pas magasiner mon propriétaire en fonction de sa situation financière. Donc, c'est une chance qui se présente à certains locataires. Ouais, est-ce qu'on peut négocier avec la banque, avec le huissier, ou c'est comme il donne le prix? Il y a toujours une ouverture qui est possible si tu as de l'intérêt à acheter. Mais de plus en plus, les banques veulent plus négocier avec les particuliers, veulent plus négocier avec les locataires. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, regarde, on va la mettre sur le marché, mais tu seras le premier à faire une offre dessus. Mais là, il y a un courtier, puis ça se complexifie. Qui est embarqué dedans. Ouais. Tu sais qu'en 10 et 20 des maisons sont occupées par des locataires. Oui, ben oui. Donc, c'est une chance qui arrive. C'est une chance qu'on a. Pense. Mais j'ai un cas, j'ai travaillé à un moment donné à Sainte-Hyacinthe, un 12 logements. Il y avait encore 6 locataires dedans et c'était une reprise que je travaillais pour acheter. Et ils ont tous reçu la lettre de la banque. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de tous s'en aller. Il restait un locataire dans l'immeuble. Ils ne voulaient rien savoir de racheter l'immeuble. C'est sûr que c'est gros, là, un 12 logements. Mais tu as deux réactions. Soit tu restes dedans et tu attends de voir le prochain locataire propriétaire ou tu vas en acheter un autre. Ben, tu m'emmènes sur une autre piste, puis ça m'intrigue parce que là, tu parles, mettons, j'habite à un endroit, je suis locataire,
alignement des astres, là, le propriétaire. Non, mais tu sais, comme je dis, moi, j'ai été locataire longtemps. On m'a jamais dit tu peux acheter ton truc. Là. Mais je voulais t'entendre un peu parce que c'est aussi une opportunité peut-être pour des investisseurs d'acheter dans des circonstances comme celle-là. Mettons, moi, là, que j'avais un peu d'argent puis que je voulais acheter ton 12 une porte, reprise, là, j'appelle où? Y a-tu des sites pour trouver? Tu sais, sais-tu... faut-tu connaître Ghislain Larochelle là, tu veux avoir tous mes trucs, c'est ça, hein? Là, on est là pour ça. On travaille avec le registre foncier. Okay. Fait que le registre foncier du Québec, aussitôt qu'il y a un avis, un préavis de vente sous contrôle, un préavis d'exercice qui est affiché, tu as 60 jours pour aller négocier avec le propriétaire. Fait que c'est là la meilleure période pour être capable d'aller négocier. Après le 60 jours, là, c'est une reprise, soit en vente sous contrôle de justice ou en prise en paiement. Et là, faut que tu négocies avec la banque ou dans des cas, c'est avec le courtier directement. Y a-t-il des gens qui accèdent à la propriété demain? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a qui vont acheter. Nous autres, en tant qu'investisseurs, quand on regarde une maison, par exemple, qui est en reprise bancaire, puis on veut la rénover pour l'améliorer, pour la revendre, ben notre compétition, c'est qui? C'est les propriétaires occupants. Parce que le propriétaire occupant va aller acheter la maison, va la rénover sans ARBQ, sans CCQ, sans tout le bastreinte, à moindre coût. Nous autres, on est obligés de passer avec ARBQ, CCQ, donc nos coûts sont plus élevés. Fait que la compétition, c'est les propriétaires occupants. Donc oui, ça vaut la peine. Jean-Sébastien, on a parlé de ton portefeuille de placement, là, puis je citais quelques exemples du livre. L'immobilier, ça n'a jamais fait partie de ton panorama juste de diversification, là, comme une classe d'actifs comme une autre, non? Je pense que ça aurait été probablement une bonne chose, mais c'est pas mon profil. Chacun son profil. Moi, je suis plutôt d'un investisseur passif. Alors, j'investis en bourse. Je regarde jamais le rendement de mes placements. Je laisse ça rouler, puis à long terme, ça me donne un rendement. Alors, j'ai aucune implication. Mais je fais la même chose, moi aussi, là. J'achète des immeubles, un gestionnaire qui s'en occupe. C'est ça, mais tu as quand même dû faire cet effort-là au début. Oui, au début, oui. J'imagine qu'au départ, il y a quand même un effort à faire. Ton premier 4 portes, t'as passé la mop un peu. Oui, c'est ça. Toutes les fins de semaine avec la boîte à outils. Oui. Mais moi, mes parents m'ont toujours dit, pourquoi tu n'investis pas dans l'immobilier? Puis même, on était à logement pendant une douzaine d'années. On était 2 professionnels avec des bons salaires. Puis ils ne comprenaient pas pourquoi on n'achetait pas de maison, mais... Je veux dire, on épargnait, on investissait en bourse, puis le rendement boursier était vraiment extraordinaire aussi. Ouais. Alors, ça a été quand même une décennie là, sur les marchés boursiers assez exceptionnelle. Là, effectivement, on se souhaite que ça se poursuive, évidemment, pour les prochaines années. On verra bien. Puis on va avoir l'occasion d'en parler à chaque semaine de ce qui se passe sur les marchés boursiers. Jean-Sébastien Pilote, tu étais notre invité. Merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice. Merci de m'avoir reçu. Ghislain Larochelle, Stéphane Desjardins, Emmanuel Grill. On s'aime bien. Merci à vous 4 pour ce premier épisode de Dans vos poches, version balado. C'était très agréable. Évidemment, aux auditeurs, si vous avez des questions, si vous souhaitez davantage d'informations sur les sujets discutés, si vous voulez commenter, si vous voulez nous envoyer des insultes, quoi que ce soit, faites-le via le site du Journal de Montréal ou du Journal de Québec. Mais blague à part, vous pouvez m'écrire directement. J'essaie de répondre à tout le monde. francis.gosselin@quebecoismedia.com. Sinon, évidemment, je salue l'équipe de Cube en studio. Merci d'avoir été là, les gars. Toujours un grand plaisir pour la production, le montage, la location des installations. S'il y en a qui veulent se lancer dans le balado, n'hésitez pas. pub@cube.ca. Le balado est disponible en vidéo, en audio sur le site cube.ca et sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Spotify, sur la chaîne YouTube de Cube. Et vous pouvez l'écouter à la télé même le samedi à 7h et le dimanche à 10h chaque semaine. À bientôt pour un prochain épisode.